Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Université populaire. Nous allons poursuivre notre réflexion commencée voici quelques années sur la construction des mythes, avec un mythe qui va vous être présenté tout à l'heure, Robespierre. Ce n'est pas simplement un mythe, mais c'est aussi un mythe. Avant cela, comme à chaque session de l'Université populaire, quelques informations. Je vous rappelle que la semaine prochaine, il y a un atelier, mais l'atelier est à public limité, il fallait s'inscrire. 15 personnes sont peut-être parmi vous. Je rappelle que le rendez-vous a lieu dans le bâtiment de l'université qui est commun avec Sciences Po Paris et l'INSA, non loin du bassin des docks. Et nous serons reçus par des chercheurs du laboratoire des ondes et milieux complexes pour un atelier sur le son. Donc il y en a 15 qui sont inscrits. D'autres qui étaient inscrits sont en liste d'attente parce que le laboratoire ne peut pas en recevoir plus. Il y aura donc une deuxième session, un deuxième atelier un peu plus tard, mais nous ne connaissons pas la date. Donc s'il y en a parmi vous qui sont déçus de ne pas avoir pu être retenus pour la session de lundi prochain, il y en aura une autre un peu plus tard. Le 9 décembre aura lieu à l'Université du Havre une conférence sur la laïcité par M. Peña-Ruiz, qui est un grand spécialiste de la laïcité française. La conférence était prévue bien avant la tragédie qui a secoué notre pays. Elle est d'autant plus d'actualité. Cette conférence est portée par la Maïf, la Ligue de l'enseignement, le Cercle Condorcet et l'Université populaire. Par rapport à notre brochure, il y a toutefois une petite différence. Nous avions inscrit cette conférence dans nos locaux ici. Ça aura lieu en fait, ne vous trompez pas, dans l'amphi 500 de la Fac des Sciences. Donc c'est sur le même campus, mais c'est un amphi encore plus grand que celui-ci. Et c'est de l'autre côté, quand vous arrivez du cours de la République, c'est à votre gauche. Vous trouverez l'entrée de la Fac des Sciences et donc d'amphi 500. Le 9 décembre, jour anniversaire, comme tout le monde le sait, du vote de la loi de séparation de l'Église et de l'État, 9 décembre 1905. Et une question là-dessus? Ah oui, alors il paraît que cet amphi s'appelle Mazeline. Bien, comme ici, nous continuons à dire l'amphi 5, mais je vous rappelle ou je vous apprends qu'il s'agit ici, vous êtes dans l'amphi Jules Durand. Il faut petit à petit qu'on s'habitue à la dénomination des amphis. Pour ma part, je crois que c'est les seules informations. Je vous rappelle que les conférences sont enregistrées, que vous pouvez les retrouver en passant par le site de l'université. Elles sont maintenant diffusées sur Internet par Canal U. Et j'ai appris cet après-midi une excellente nouvelle. Notre convention vient d'être signée aussi avec France Culture, mais les conférences ne sont pas encore en ligne sur France Culture. Donc nous élargissons notre champ de notoriété grâce à la qualité de ceux qui viennent faire les conférences ici, dans d'autres réseaux que les nôtres. Florence, tu voulais parler du spectacle qui va, si j'ose dire, de pair avec la conférence de ce soir. Oui, en lien avec la thématique de ce soir, vous savez que le Volcan accueille les 10 et 11 décembre le metteur en scène Joël Pomera, qui a fait un spectacle qui s'appelle Ça ira, fin de Louis, sur la Révolution française. C'est un spectacle qui est encensé par le public, par la critique. Tous ceux qui l'ont vu disent que c'est un grand moment de théâtre. Ça dure 4h15, ça peut faire peur, mais vous ne voyez pas le temps passer. Je voulais juste vous lire ce que Joël Pomera en disait dans sa note d'intention. La période révolutionnaire est comme le point zéro de la démocratie. C'est un moment où tout se redéfinit. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce que vivre ensemble? Quel rapport instaurer entre l'homme et la société? Je voulais montrer l'éclosion et la mise en scène d'une démocratie, montrer ce phénomène, montrer l'apprentissage du pouvoir par des hommes qui n'y étaient pas destinés, le désordre, l'improvisation, le combat pour imposer ses idées et ses principes. Travailler sur la révolution, c'est un peu comme travailler sur les mythes anciens. C'est une matière déjà connue de tous, appartenant à chacun, déjà traitée, une matière devenue mythe. Je veux faire revenir, ressortir le vivant sous les images figées. On doit vivre cette pièce sur la Révolution comme un instant présent, comme si on voyait se dérouler sous nos yeux une insurrection générale dans la société. C'est exactement ce qui se passe, au dire des gens de l'équipe du Volcan qui l'ont vu et de public qui l'a vu. Donc, il reste quelques places. Donc, surtout, n'hésitez pas, voilà, à vivre cette expérience. Je
prends la suite. Donc, bonsoir. Donc, moi, il me revient le rôle de vous présenter notre conférencier, donc qui est le nouveau biographe de Robespierre. Donc, le conférencier que nous accueillons est Hervé Levers. Donc, Hervé Levers est professeur d'histoire moderne à l'université de Lille 3. Il a aussi de nombreuses responsabilités dans le domaine de la recherche sur l'étude de la Révolution française. Notamment, il est directeur de la revue Annales historiques de la Révolution française, qui est une des revues, une des rares d'ailleurs revues spécialisées sur ce champ d'études. Il s'occupe aussi d'un important programme de recherche qui est soutenu par une ANR, qui est le programme Actapol. Et donc Hervé Levers va vous parler de Robespierre. Alors il a un certain nombre de points communs avec Robespierre. C'est un homme du Nord. C'est aussi quelqu'un qui est spécialiste parce que Hervé Levers a publié de très nombreux ouvrages et évidemment il a publié beaucoup de choses avant cette biographie de Robespierre et il a aussi en commun avec Robespierre une passion pour le barreau, puisqu'un de ses premiers travaux importants est une biographie de Merlin de Douai, donc également un homme du Nord, en 1996, et puis 10 ans après, un ouvrage vraiment très très important dans le domaine de l'historiographie de la Révolution française, qui est consacré au monde du barreau, l'invention du barreau. Donc Robespierre a pratiqué ce métier et Hervé Levers, à moins que ça soit un aspect de sa personnalité que je ne connaisse pas, n'est pas dans le monde du barreau, mais ce qui est beaucoup intéressé. Donc cela dit, les points communs s'arrêtent là, puisque Hervé est vraiment un homme du XXIe siècle, alors que sans déflorer son sujet, ce que j'ai vraiment retenu de sa biographie de Robespierre, c'est que Robespierre émergeait véritablement avant tout comme un homme du XVIIIe siècle. Donc c'est quelque chose dont il va vous parler. Je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais lui laisser la parole, en rappelant quand même. Il vous parlera évidemment de ce caractère évidemment abrasif, enfin cette historiographie toujours brûlante autour de Robespierre, avec finalement une capacité à centrer autour de Robespierre les questions et les jugements sur la Révolution française. Il reste quand même la figure qui incarne le processus révolutionnaire. Ce qu'on peut simplement signaler, c'est que l'auditoire est très très important. Il y a beaucoup de monde ce soir, je trouve, dans cette salle, et que ça correspond finalement à une espèce de regain d'intérêt pour la figure de Robespierre, qui est peut-être, et pour la révolution de manière un petit peu globale, qui est peut-être à mettre en relation avec les révolutions arabes aussi, qui ont certainement eu un effet de regain d'intérêt pour d'autres processus révolutionnaires depuis 2012. Il n'en demeure pas moins vrai que, ne serait-ce que pour l'année 2014, on a eu d'autres Robespierre, donc des regards croisés, des portraits croisés, avec un ouvrage qui avait été dirigé par Michel Biard, ici présent, et Philippe Bourdin, et puis un ouvrage aussi intéressant sur les usages politiques de la figure de Robespierre, qui est un ouvrage qui a été dirigé par un autre collègue rouennais, Yannick Bosc, et par Marc Bélissa. Donc il y a toujours un grand intérêt, et la forte assistance ce soir à cette conférence en est la preuve. Je lui cède tout de suite la parole, en le remerciant à nouveau d'être venu nous voir. Je crois être équipé, oui, ça fonctionne. Merci beaucoup pour cet accueil dans cette université populaire, aux organisateurs et à Eric Saunier qui a fait cette présentation. Je crois que le personnage de Robespierre, et c'est pour ça que peut-être qu'il y a aussi du monde dans cette salle, est un personnage étonnant à la fois comme personnage d'histoire et comme personnage d'actualité, parce que c'est un homme qui reste très actuel par certains côtés. Il continue à être évoqué par les uns et par les autres, tantôt pour s'y référer, tantôt au contraire pour rappeler une figure qui encore aujourd'hui fait peur et que l'on associe à une période tragique de la Révolution française, les années 1793 et 1794, la période dite de la terreur. Et aujourd'hui encore, et pour longtemps encore, on dira et on écrira que Robespierre est l'incarnation de la terreur, et contre cela, l'historien ne peut absolument rien. Robespierre, c'est une figure qui n'appartient à personne, c'est une figure qui appartient donc à tous et qui prend différentes formes. Et ce caractère de Robespierre, qui est un caractère double, à la fois le personnage historique et en même temps l'homme qui évolue dans notre imaginaire depuis la fin du XVIIIe siècle et qui est repris temps après temps, c'est quelque chose qu'on remarque
dès après la mort de Robespierre. Et je commencerai par une anecdote. L'anecdote, elle se situe vers 1840. En 1840, Edgar Degas est un jeune garçon, il a un peu plus de 10 ans, et un jour, sa mère l'emmène voir une amie, et c'est une scène qui va rester gravée en lui toute sa vie. Il a une dizaine d'années, et il va voir Madame Lebas. Madame Lebas, c'est une veuve très âgée, dont le mari a été exécuté en même temps que Robespierre, Saint-Just et Couthon, le dit Thermidor en deux. Madame Lebas est la fille d'un menuisier, le menuisier Duplé, qui a hébergé Robespierre entre 1791 et 1794. Et un jour, donc, il va rendre visite à cette vieille dame, il a 10 ans, et il raconte quelques années plus tard l'histoire à Paul Valéry. Et je cède ici la parole à Paul Valéry, qui écrit ceci. « Degas me dit qu'étant tout enfant, sa mère, un jour, le conduisit rue de Tournon, faire visite à Madame Lebas, veuve du fameux conventionnel qui, le 9 Thermidor, se tua d'un coup de pistolet. La visite achevée, il se retirait à petits pas, accompagné jusqu'à la porte par la vieille dame, quand Madame Degas tout à coup s'arrêta, vivement émue. Lâchant la main de son fils, elle désigna les portraits de Robespierre, de Couthon, de Saint-Just qu'elle venait de reconnaître sur les murs de l'antichambre, et elle ne put se retenir de s'écrier avec horreur « Quoi ?» Alors ? Voilà. « Quoi ? Vous gardez encore ici les visages de ces monstres ?»« Tais-toi, Célestine !» s'écria ardemment Madame Lebas. « Tais-toi, c'était des saints. » Vous avez là une opposition qui est très forte, qu'on ne traduirait pas dans les mêmes termes aujourd'hui. Un monstre ou un saint, quoique le terme de monstre on le reprendrait volontiers, mais on laïciserait l'autre. Ou un monstre ou une personne qui, au contraire, est un héros de la Révolution, une opposition qui est toujours présente aujourd'hui. Pour une raison simple, c'est que Robespierre est un personnage qui divise. Et qui divise pas simplement après 1794, pas simplement lorsqu'il y aura une légende noire qui va être construite autour de lui, et on va voir tout à l'heure que cette légende noire, d'ailleurs, apparaît bien avant 1794. L'homme divise parce qu'on va voir en lui plusieurs formes de révolution, qu'on va voir en lui plusieurs possibles pour l'histoire de France, et que le personnage va représenter plus que lui-même. Il va représenter son époque, et va ainsi, sur lui, ou rassembler, ou diviser. Il y a ainsi un personnage qui est un personnage avec des légendes noires. La légende noire de Robespierre, c'est Robespierre qui à lui seul aurait mis en place la terreur. C'est un Robespierre qui aurait été à un moment dictateur. C'est un Robespierre qui aurait fait couler le sang français et qui aurait, si on ne l'avait pas arrêté le 9 Thermidor, continué à guillotiner à tout va des centaines ou des milliers de Français. Ça, c'est la légende noire et on verra ce qu'on peut en penser. Mais en même temps, il y a une légende dorée de Robespierre. La légende dorée de Robespierre, c'est un jeune avocat qui ne défend que les pauvres et que les malheureux. C'est un homme qui s'engage et qui ne varie jamais dans ses principes. C'est un homme qui s'oppose à la guerre, quelle qu'elle soit, même lorsqu'elle est déclarée, et qui s'oppose notamment aux réunions de territoires étrangers à la France à la fin de 1792. Et cette légende-là est aussi une légende. Le personnage de Robespierre, c'est un homme à légende noire, à légende dorée. Alors pour connaître Robespierre, il faut sans doute essayer d'aller au-delà de ces légendes, et pour cela, je crois qu'il faut retourner aux sources, retourner aux textes d'origine, et essayer de vérifier ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas sur le personnage. Il y a une scène qui est très connue, notamment, on raconte qu'en 1775, et c'est une scène qu'on retrouve partout, y compris au cinéma, on raconte qu'en 1775, Louis XVI, de retour du Sacre avec la reine, est passé par Paris, s'est arrêté devant le collège Louis le Grand, et là, un jeune garçon s'est présenté devant le carrosse, a récité des vers au roi, et ce jeune garçon aurait été Robespierre. Le problème, lorsqu'on vérifie les sources, c'est que le roi n'est pas passé par Paris en 1775. Non, il a contourné Paris, il est passé par l'abbaye de Saint-Denis, et on sait qu'il s'est arrêté là. Alors, il y a un homme qui a raconté cette histoire en 1795, et pendant 2 siècles, on l'a répété, biographie après biographie. Voilà. Alors, il est possible que Robespierre ait rencontré le roi à un autre moment. On sait que le roi et la reine sont passés, alors qu'ils étaient encore dauphins et dauphines, en 1773 par Paris. On sait que leur carrosse s'est arrêté devant le collège Louis le Grand. Peut-être qu'il y a eu rencontre à ce moment-là. Autre possibilité, en 1779, mais Robespierre est alors étudiant en droit, c'est plus un jeune garçon, mais là aussi,
le roi s'est arrêté avec la reine devant le collège Louis le Grand. Mais il faut bien dire qu'on ne sait pas si à un moment ou à un autre, Robespierre a rencontré le roi. Mais on voit par là toute la force des légendes. Il faut véritablement retourner aux documents pour essayer de les traquer. Et puis la deuxième chose à faire, c'est qu'il ne faut pas prendre les questions héritées de l'histoire comme allant de soi, il faut s'intéresser aussi aux questions et essayer de changer les questions. On verra notamment que l'une des questions que l'on pose à Robespierre, c'est une question qui tient à la psychologie, que l'on traite par la psychologie, voire par la psychanalyse. Et en fait, cette question-là, elle nous vient de l'époque même de la Révolution, où certains s'interrogent sur ce Robespierre qui parle souvent de lui. À la fin du XVIIIe siècle, c'est quelque chose de très étrange. Et on se demande si cette manie de parler lui-même n'est pas le signe d'un trouble de la personnalité. En fait, c'est un personnage qui s'identifie beaucoup à Rousseau, tout au moins dans la sensibilité, et qui, comme lui, a une tendance à l'introspection, qui aime aussi justifier son parcours par le rappel de ses faits d'armes. Et il n'y a là rien que de très naturel, rien en tout cas de pathologique, mais reste que la question est posée et qu'il faut donc, nous, s'interroger sur la question ou sur les questions que l'on pose à partir de là. Alors revenons un petit peu vers ce personnage, en commençant par le début, d'une certaine manière, en tout cas le début de sa carrière, en commençant par l'avocat. En 1781, pour la première fois, Robespierre, alors c'est pas lui sur l'image, mais enfin il faut l'imaginer comme ça, là c'est l'avocat Linguet, un grand avocat parisien, mais les avocats du XVIIIe, ils s'habillent comme cela, donc ils s'habillent avec la longue robe, très longue au point qu'ils sont obligés de soutenir la traîne pour éviter qu'elle ne soit au sol. Ils s'habillent également avec le petit bonnet carré à pompons. Donc l'avocat, ainsi, Robespierre porte une première fois la robe en 1781 au Parlement de Paris, puis en 1781 à Arras, et il commence une carrière d'avocat. Ce n'est pas un avocat comme un autre. C'est un avocat qui exerce dans une petite ville de province, mais il a eu toute sa formation à Paris, dans des établissements prestigieux, c'est-à-dire au collège Louis le Grand, puis à la faculté de droit de Paris. Il a eu une formation classique, bien sûr, il lit couramment le latin, il lit le grec, il fait des vers en latin, comme beaucoup d'autres révolutionnaires de l'époque, comme Camille Desmoulins, par exemple. Il a lu, bien sûr, les auteurs classiques, il s'est inspiré de Cicéron, et il pratique le métier d'avocat, comme on imaginait autrefois le métier d'orateur romain. Mais en même temps, c'est un homme qui a fréquenté le palais de justice de Paris, qui vient d'être reconstruit dans les années 1780. C'est un lieu de justice, c'est aussi une galerie marchande de l'époque. On trouve des libraires, bien sûr, mais on trouve aussi des merciers et toutes sortes de commerçants dans les galeries du palais de justice. Mais ce qui intéresse Robespierre dans ce palais de justice, ce sont les salles d'audience où il va écouter les grands avocats de l'époque. Il va écouter plaider Gerbier, Tronchet, tous les grands avocats qui mettent en place des modes de défense particulièrement modernes, avec peu de références latines, avec un jeu sur l'émotion de l'auditoire, avec également des usages qui cherchent à bouleverser, mais aussi à provoquer l'auditoire ou les juges. Un mode de défense très moderne qu'il va introduire à Arras, ce qui va surprendre inévitablement certains de ses contemporains. Et sa sœur, la sœur de Robespierre, dans ses mémoires, raconte qu'à Arras, il était apprécié de la plupart des Arageois, mais certains trouvaient que ses plaidoiries étaient étranges. C'est le mot qu'elle emploie. Les plaidoiries étaient étranges. Et effectivement, étranges parce que dans cette petite capitale provinciale, très paisible, on a un Robespierre qui arrive et qui plaide comme à Paris. Et ça étonne les contemporains. Alors il y a des affaires qui restent célèbres, bien évidemment. La plus célèbre, c'est l'affaire du paratonnerre en 1783. Une affaire qui a été très célèbre à l'époque parce qu'elle a été évoquée dans les journaux de la France, dans tous les journaux savants, dans tous les journaux de la République des Lettres, et ça a donné au jeune Robespierre, à 25 ans à peine, un moment de gloire incontestable. Cette affaire, c'est l'affaire d'un avocat bricoleur d'une certaine manière de Saint-Omer, qui s'appelle Vissery de Boisvallée, qui avait inventé un paratonnerre, et qu'il l'avait placé sur la cheminée de sa maison. Mais les voisins n'étaient pas très sûrs des talents de bricoleur de ce Vissery de Boisvallée et avaient, par l'intermédiaire de la justice municipale, obligé Vissery à démonter le paratonnerre. Vissery a fait appel
au conseil d'Artois, c'est-à-dire à la juridiction souveraine de la province d'Artois, et là il a été défendu par deux hommes, quelqu'un qui le comprenait, Buissard, qui était lui-même bricoleur, il avait inventé un baromètre, et puis quelqu'un qui n'avait rien inventé, Robespierre, mais qui savait parler, et Buissard s'est occupé de la défense écrite, Robespierre s'est occupé de la plaidoirie. Il a prononcé 2 plaidoiries, il a réussi à faire autoriser Vichy à rétablir le paratonnerre sur sa cheminée, et ça a été une victoire saluée dans la presse parce que c'était la victoire des Lumières contre l'obscurantisme, une victoire de la science, une victoire aussi pour la province d'Artois qui se hissait à la hauteur du XVIIIe siècle, à la hauteur des Lumières, à la hauteur des sciences. Et le jeune avocat a ainsi été salué dans la presse. Bon, c'est la seule fois où il défend une cause véritablement célèbre dans l'espace national. Mais il défend d'autres causes. Une dont on a beaucoup parlé dans les biographies, c'est l'affaire Deuthoff. L'affaire Deuthoff, c'est une affaire que l'on présente généralement comme étant une rupture dans la carrière d'avocat de Robespierre. Il défend en effet dans cette affaire un cordier qui a été mis en accusation par une riche abbaye du nord de la France, l'abbaye d'Anchin, pour avoir volé de l'argent aux receveurs de l'abbaye. En fait, ce cordier n'a rien volé du tout, c'est simplement l'agent comptable de cette abbaye qui avait détourné des fonds et qui avait accusé un pauvre cordier des environs. Lorsque Robespierre défend l'affaire, le fait que le cordier soit innocent est déjà reconnu par la justice. Mais Robespierre défend l'affaire pour obtenir des dédommagements pour ce cordier. Et là, il va attaquer assez vigoureusement l'abbaye en lui reprochant de n'avoir pas fait le nécessaire pour mettre hors d'état de nuire un moine qui avait une vie dissolue, qui recevait des filles dans l'abbaye, qui allait aussi dans la ville de Lille pour rencontrer des filles et avoir des dîners avec elles, etc. Donc il use bien évidemment d'ironie contre l'Église, qui n'est pas nécessairement bien vue. Reste qu'il gagne son affaire, l'affaire va être finalement négociée, le cordier va être indemnisé, et d'après les textes que l'on peut retrouver, et on a des lettres de 1786 avec des contemporains qui, à partir de 1789, n'aiment plus du tout Robespierre, mais en 1786, ils l'apprécient encore, et bien dans ces lettres, on dit « Robespierre a glorieusement défendu la cause, il a brillamment emporté cette cause, et il n'y a aucune critique contre la défense de Robespierre dans ces textes-là. » En 1786, Robespierre reste un avocat apprécié à Arras, et on va voir que c'est seulement plus tard, à partir de 1789, que son image va changer. Et il défend à ce moment-là beaucoup d'autres affaires. Alors ici, je vous mets la première page d'une défense pour les époux Page qui ont été condamnés pour usure, où il va défendre le droit pour les hommes de l'époque de prêter à intérêt, ce qui n'existait pas encore. Et on voit par là un avocat qui s'engage pour des causes qui sont des causes académiques. Il veut faire évoluer la société. Il combat ce que les hommes de l'époque et ce que lui-même appelle les préjugés. Dans une autre affaire, l'affaire Dupont, cette fois-ci, il prend la défense d'un homme qui a été incarcéré pendant 12 ans par lettre de cachet, et il dénonce les lettres de cachet, et il demande réparation pour celui qui a été ainsi incarcéré. Et il y a là tout un combat du jeune avocat, qui n'est pas simplement un avocat. C'est un avocat qui défend toutes sortes de causes, il va défendre des seigneurs, il va défendre des curés, il va défendre également des pauvres ou des innocents condamnés, mais c'est un avocat qui en même temps est un académicien, un homme des Lumières, qui défend toute une série de revendications qu'il considère comme nécessaires, allant dans le sens de l'histoire. Il parle beaucoup à l'époque de bonheur, de liberté. C'est véritablement un homme du XVIIIe siècle, et c'est comme cela qu'il aborde la Révolution. En 1789, il est élu député aux États généraux pour le tiers-État de la province d'Artois, et dès ce printemps 1789, on voit en lui véritablement un révolutionnaire. Un révolutionnaire parce qu'il a lu Rousseau, il est certain, comme Rousseau, et pour reprendre une expression de Rousseau, que le peuple qui veut la liberté, qui s'élance vers la liberté, doit l'obtenir la première fois, il n'aura pas de deuxième chance. Il n'y a qu'une chance pour les peuples d'obtenir la liberté. Il dramatise donc considérablement les enjeux de cette révolution. Et au printemps 1789, il écrit notamment « Quel sera le prix de ce combat ?» Il parle du combat pour l'élection aux États généraux. « Le salut, la gloire, le bonheur des générations présentes et des races futures,
ou leur humiliation, leur servitude, leur misère éternelle. Il y a un enjeu qui est pour lui fondamental. Il est d'emblée, dès le printemps 1789, véritablement révolutionnaire. Et il est un révolutionnaire dans la minorité de l'Assemblée. Il se range parmi les démocrates, avec des hommes comme Pétion, comme Buzeau, comme Grégoire, et il défend des positions qui choquent énormément les contemporains. Des positions qui nous paraissent tout à fait, non pas banales, mais qui relèvent désormais de l'évidence. S'opposer à l'esclavage, être pour le suffrage universel à l'époque masculin, être contre la peine de mort, j'y reviendrai dans quelques instants. Ce sont des combats qui ont été menés par d'autres générations de politiques par la suite, qui ont finalement été un jour achevés, mais à l'époque, ce sont des combats qui choquent. Et on considère que les gens qui peuvent défendre des idées comme cela, donner un droit de vote à tout le monde, quelle que soit la culture, quel que soit le niveau de richesse, mais c'est permettre à des gens qui n'ont rien de participer à l'élaboration des lois de manière indirecte. C'est peut-être un risque de subversion sociale. Libérer les esclaves, mais que deviendront les plantations dans les colonies? Il y a là des choix qui divisent énormément et qui font que Robespierre, au début de la Révolution, est ou bien adulé par certains, ou bien véritablement détesté par d'autres. Et dans certains journaux, on a notamment des vers comme ceux-là qui sont publiés. Ne croyez pas que Robespierre, on ne connaît pas très bien son nom au départ, la première mention dans les journaux de Robespierre, on l'appelle Monsieur Robert. Après, on l'appelle Monsieur Robert Pierre, et puis finalement, on en viendra petit à petit à Robespierre, et encore pas pour tout le monde. Donc, ne croyez pas que Robert Pierre, comme on le dit, soit né de rien. Il appartient par Madame sa mère à feu Robert-François d'Amiens. Alors, feu Robert-François d'Amiens, c'est le régicide de Louis XV, celui qui a tenté de tuer Louis XV en 1757. Et ce qui explique ces vers, c'est que Robespierre, c'est un régicide dans l'âme, c'est un nouveau Ravaillac. Et on est là à l'époque de la Constituante. La terreur est encore loin, on n'y pense pas. La guerre n'est pas là non plus, mais on a déjà peur de ce personnage qui défend des idées aussi étranges. En fait, le Robespierre des débuts, il doit ressembler un peu à ce dessin de David qui est montré au public en 1791. C'est donc un dessin qui est fait à la fin de l'Assemblée constituante, à la fin de la première Assemblée révolutionnaire, à la fin de ces États généraux transformés en Assemblée constituante. Et David représente Robespierre comme un homme posant les mains sur la poitrine, un pied en avant, la tête rejetée en arrière. On a l'impression que cet homme-là est prêt à sacrifier sa vie pour les principes. David le voit comme ça, et ça devait être comme ça que le voyaient beaucoup de ses contemporains. Et c'est vrai qu'il défend avec un vrai talent, parce que c'est un avocat, parce que c'est un orateur, parce que c'est un homme qui maîtrise très bien la parole, mais aussi l'écrit. C'est un homme qui défend donc des causes qui sont les causes des démocrates. Il va défendre la vraie souveraineté nationale avec non seulement un droit pour tous les hommes majeurs de voter, mais également un droit de citoyenneté qui serait donné aux protestants, ça ne pose pas trop de problèmes, aux comédiens, ça ne pose pas trop de problèmes non plus, aux juifs, là il y a des réticences beaucoup plus nettes. Et pour certaines communautés juives, on va mettre des mois à accepter ce principe. C'est aussi un homme qui s'oppose à l'esclavage, et il y a un grand débat en mai 1791 sur la liberté des libres de couleur, où Robespierre prend à plusieurs reprises la parole et refuse que le mot « esclave » notamment soit inscrit dans la loi, parce qu'il dit que si l'on écrit le mot « esclave » dans la loi, alors, constitutionnellement, on accepte l'esclavage et on trahit le premier principe de la Déclaration des droits de l'homme, qui précise que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Il ne demande pas immédiatement l'abolition de l'esclavage. Personne ne le demande en 1791. Il faut attendre 1794. Et 1794, de toute façon, c'est très tôt par rapport à tout ce qui se passe ailleurs en Europe. Ça va être la première véritable abolition de l'esclavage. En 1791, il ne demande pas cette abolition, mais il montre qu'un jour, le débat devra porter sur cette abolition. Et là aussi, c'est quelque chose qui étonne. En mai 1791 aussi, il se prononce pour l'abolition de la peine de mort. Et il argumente pour cette abolition de la peine de mort en évoquant les principes. Une société ne peut pas mettre à mort un homme parce qu'une société est plus forte qu'un homme seul. Si elle le détient, inutile de l'éliminer. Il suffit de l'incarcérer et de le mettre hors d'état de nuire. La force de tous contre la force d'un seul, c'est, dit-il, un homme qui tue un enfant. Un
un soldat qui tue un prisonnier. C'est exactement la même chose. Et cette position n'est pas comprise, bien évidemment, par beaucoup d'hommes de l'époque. C'est aussi quelqu'un qui plaide pour des représentants vertueux. Il écrit que la politique ne doit pas être un vil métier. J'emploie son expression, vil métier. La politique, elle doit être faite par des citoyens. Il propose, lui, des mandats courts, non immédiatement renouvelables, bien sûr, pas de cumul des mandats, et des politiques qui seraient véritablement vertueux au sens de l'époque, vertueux, c'est-à-dire qui penseraient à l'intérêt général avant leur intérêt particulier. Et il explique justement, en expliquant le non-cumul des mandats et en expliquant le non-renouvellement des fonctions politiques, il explique qu'un député qui pense être réélu s'occupera nécessairement de sa réélection, plus peut-être qu'il ne s'occupera de sa mission. On a des débats qui sont des débats évidemment très politiques, mais qui montrent bien que la question qui se pose, c'est celle de construire une société avec une représentation. Et il y a là des positions qui sont des positions à prendre et qui divisent l'Assemblée. En 1791, lorsque la première Assemblée révolutionnaire se sépare, Robespierre, c'est un homme important. Alors, c'est un homme qui a beaucoup divisé, encore une fois, mais c'est un homme qui est remarqué. Et au salon de septembre 1791, où le dessin de David est exposé, sont exposés aussi des portraits de tous les grands hommes du temps. On a des portraits de Talleyrand, de Mirabeau, de Target, tous les grands députés sont représentés. Et on a également deux portraits de Robespierre qui apparaissent. Un portrait qui est un pastel qu'on a encore conservé, c'est un pastel de Boze, qui se trouve au musée Lambinet. Et on a un autre pastel qu'on identifie traditionnellement à une copie du XIXe siècle de Pierre Roch Vigneron, où on voit un jeune homme posant la main sur une épée en habit noir. Le problème, c'est que ce portrait n'est pas le portrait de Robespierre. C'est pas moi qui le dis, c'est une historienne de l'art spécialiste de l'habile Guyard qui a fait le pastel au départ. Elle explique que ce portrait n'a rien à voir avec la patte de l'artiste, qu'en plus, il est tout à fait absurde d'imaginer que Robespierre, après l'abolition de la noblesse, se fasse représenter en habit de tiers-état avec qui plus est la main sur une épée. C'est pas véritablement cohérent, surtout que le portrait date de 1791. On a de plus, dans les témoignages sur les visites de cette exposition, un auteur qui nous dit « Le premier portrait, le portrait de Boze, est tout jaune, tout pâle et tout jaune, et effectivement, il tire sur le Mordoré. Et l'autre, nous dit-on, il est tout rouge. Alors, où les couleurs sont passées par le temps, ont été passées par le temps, ou bien, ce n'est pas ce portrait-là. Et en fait, ce n'est pas Robespierre, même si vous retrouverez cette image sur beaucoup de couvertures d'ouvrages consacrés au personnage. En fait, Robespierre, c'est ce personnage-là, et l'autre tableau, enfin l'autre pastel, est sans doute perdu. En 1791, il cesse d'être député, comme tous les hommes de la Constituante, et c'est lui-même qui a fait cette proposition à l'Assemblée que tous les hommes de la Constituante renoncent à être élus dans l'Assemblée suivante. Ils l'ont suivi, pas toujours par principe, aussi parfois parce qu'ils étaient sûrs de ne pas être élus de toute façon, ou bien parce qu'ils trouvaient agréable de rejeter du jeu politique les adversaires de cette manière-là. Reste que le principe a été accepté. Robespierre rentre quelque temps en Artois, puis il a été élu accusateur public au tribunal criminel de Paris. Il rentre à Paris pour occuper petit à petit sa fonction qu'il ne va pas véritablement exercer puisqu'il va ensuite démissionner. Il est aussi très actif au club des Jacobins. Et là, il continue son combat. Et pour cet homme, en 1791, cet homme qui a été blessé par la fuite du roi, qui a échoué, le roi qui a été arrêté à Varennes, Robespierre a douté, bien évidemment, très fort du roi. Mais une fois la crise de Varennes passée, il se rallie à l'idée que la royauté est établie, la Constitution est acceptée. Il défend cette Constitution et il va défendre la Constitution pendant une année entière. Il veut alors stabiliser la Révolution, ou plutôt stabiliser ses fondements de manière à avancer politiquement, pas à pas, vers l'accomplissement des principes de la Déclaration des droits. D'où son opposition à la guerre. La guerre que l'on commence à entrevoir à la fin de l'année 1791 donne lieu à un débat très vif qui va devenir un duel entre deux hommes,
un duel entre Brissot et Robespierre. Robespierre est tout à fait contre la guerre. Il va petit à petit affirmer que la guerre, finalement, elle peut avoir lieu, mais à certaines conditions très précises, que la guerre soit véritablement une guerre du peuple et ne soit pas la guerre du roi. Ce que craint Robespierre, c'est que le roi soit gagnant sur tous les tableaux. Si la guerre est une victoire, le roi sera plus puissant. Si la guerre est une défaite, le roi sera plus puissant aussi parce qu'il sera à ce moment-là le seul recours pour la nation vaincue. Je vous ai mis ici un texte avec l'écriture de Robespierre, donc une écriture très fine, très cursive, très rapide, qui monte toujours légèrement vers la droite. Et dans ce texte, qui est donc un extrait de discours de mars 1792, il parle justement de la guerre. Je vous lis ce texte. « Faisons la guerre du peuple, et non celle des rois. Marchons sous des chefs dignes de le guider, dont les mains ne soient souillées ni des dons corrupteurs des cours, ni du sang des citoyens. Combattons non pour procurer des pompes triomphales et une puissance dangereuse à ces patriciens intrigants qui ont jusqu'ici fomenté nos divisions et causé tous nos maux, mais pour rétablir le règne de l'égalité et de la justice. » Bon, voilà un peu la prose de l'époque, donc une prose très enlevée qui devait résonner énormément, très inspirée par les orateurs latins. Ce sont des hommes qui sont aussi des hommes de lettres. On pourrait dire la même chose de Desmoulins, par exemple, hein, qui a une très belle plume et qui a des textes qui sont des textes véritablement littéraires. Une fois la guerre déclarée, les événements vont se précipiter. La guerre n'est pas ce qu'attendaient ceux qui l'avaient déclarée. Elle est une suite de défaites au départ qui vont précipiter la chute de la royauté. Et le 10 août 1792, le roi est suspendu provisoirement. Et quelques semaines plus tard, c'est la République. Robespierre se rallie, bien évidemment, à cette République. C'est une République qui va être difficile à mettre en place parce qu'on est en période de guerre et parce que bientôt, à partir du printemps 1793, cette guerre extérieure se double d'une guerre intérieure, d'une guerre civile, dont la plus connue est bien sûr la guerre de Vendée. Dans ce contexte-là, le mois d'août 1792 est un mois dramatique, à Paris, bien évidemment, parce qu'il y a cette prise des Tuileries le 10 août 1792 qui fait des centaines de morts, et parce qu'au début du mois de septembre, avec la peur de l'arrivée des troupes ennemies à Paris, se produisent les massacres de septembre, entre 1300 et 1400 morts dans les prisons, qui mettent évidemment très mal à l'aise les politiques, parce qu'il s'agit de proclamer la République, de proclamer la prise de pouvoir par le peuple. La question se pose, faut-il condamner officiellement cette insurrection du peuple de Paris qui a abouti au massacre de septembre, ou faut-il plutôt taire l'événement, l'accepter comme quelque chose d'inévitable et finalement renoncer à condamner ceux qui ont commis ces exécutions sommaires. Et la position de Robespierre, c'est la seconde. Il décide de ne pas trop parler de ces événements, de les présenter comme un événement regrettable, mais le peuple était souverain, le peuple s'est soulevé, le peuple a rendu sa justice, une justice terrible. On peut le regretter, mais pour lui, on ne peut pas le condamner. Et il y a là une prise de position qui n'est pas simplement celle de Robespierre, qui est celle d'hommes qu'on va à un moment imaginer ensemble. On va représenter, alors là vous avez un portrait du début du 19e qui n'est pas très ressemblant, mais qui a l'avantage de présenter les trois hommes ensemble. Les trois hommes ensemble, c'est-à-dire Danton, Marat, Robespierre. Ça c'est vraiment fin de l'année 1792. C'est à ce moment-là qu'on condamne ensemble ces trois hommes qui n'avaient que peu de choses en commun. Ce sont trois caractères différents, ce sont trois lectures de la Révolution différentes aussi à l'époque. Reste que pour ceux qu'on appelle les Brissotins, qu'on appelle aujourd'hui généralement les Girondins, ces trois hommes sont véritablement les trois responsables de l'entrée dramatique dans la République. Et commence à ce moment-là à se nouer des oppositions très vives au sein de la Convention qui marquent les premiers mois de cette République. Il s'agit de décider quelle République on va construire. Et bien évidemment, la République des Girondins n'est pas la République des Montagnards. Il y a des tensions qui vont s'envenimer petit à petit au moment du procès du roi, au moment de la mise en accusation et du jugement de Marat, puis au moment
du 31 mai et du 2 juin 1793. 31 mai, 2 juin, c'est véritablement un moment de bascule, c'est la mise en accusation, plutôt l'arrestation d'abord, l'arrestation d'une partie des députés brissotins. Ils vont être mis en jugement à l'automne. Au départ, on ne parle pas de les juger et on parle encore moins de les exécuter, mais avec la dramatisation des rapports politiques au sein de la Convention, petit à petit, on va arriver jusqu'à ce jugement et jusqu'à cette exécution. On entre à partir de juin 1793 dans un moment tout à fait hors du commun de la République. Je veux dire par là que juin-juillet 1793, c'est le moment où Robespierre s'engage dans la rédaction de la Constitution de 1793. C'est la constitution la plus démocratique de l'histoire de notre pays, mais en même temps une constitution qui n'a jamais été appliquée. En juin et juillet 1793, il s'intéresse aussi à une grande réforme de l'éducation, il s'intéresse aussi à la rédaction d'un code civil, ces deux dernières réformes n'étant pas dans l'immédiat réalisées. On est là à un moment où ces hommes veulent véritablement construire la République, une République qui serait véritablement démocratique. Mais il y a une difficulté. La difficulté, c'est la guerre à l'extérieur. Et la difficulté, c'est aussi la guerre à l'intérieur du pays. Ce sont des régions qui se soulèvent contre la République, comme la Vendée, mais aussi d'autres régions qui résistent au lever d'hommes. On trouve des résistances au lever d'hommes en Auvergne ou en Bretagne, par exemple. Ce sont également des départements qui refusent le 31 mai et le 2 juin, et qui voient cette élimination de députés comme une véritable épuration, et qui refusent d'obéir à Paris. On est là dans un moment tout à fait dramatique, et la Constitution de 93, à peine rédigée, va être suspendue. On va entrer dans un moment d'exception politique, un moment où les lois vont être des lois extraordinaires, et on va vouloir construire la République dans un moment d'exception. Un moment d'exception, encore une fois, parce qu'on est en guerre à l'intérieur, parce qu'on est en guerre à l'extérieur. Ce gouvernement d'exception, on va l'appeler le gouvernement révolutionnaire, à partir du mois d'octobre 1793, et commence bien sûr cette année particulièrement dense, qui est le moment clé de la vie de Robespierre. C'est le moment dit de la terreur, et on associe souvent ce personnage à ce moment-là. Si on regarde à la fin de l'année 1793 un carnet que Robespierre a toujours sur lui, où il inscrit ce qu'il doit faire ou ce qu'il a fait, il écrit notamment ceci. 4 points essentiels du gouvernement. Premièrement, subsistance et approvisionnement. Deuxièmement, guerre. Troisièmement, esprit public et conspiration. Quatrièmement, diplomatie. Tous les jours, il faut se demander dans quelle situation se trouvent ces 4 choses. Subsistance, guerre, conspiration, diplomatie. Voilà le travail de Robespierre à l'époque, voilà le travail aussi de tous les membres du comité de salut public, où il siège depuis juillet 1793. Vous voyez que ces occupations sont des occupations particulièrement larges. Il s'agit de gérer un État qui est en période de guerre et en période de guerre civile. Le mot terreur résume finalement très mal toutes les dimensions de cette politique qui est alors menée. Il ne s'agit pas simplement d'éliminer les ennemis politiques, il s'agit aussi de gagner la guerre, il s'agit aussi d'alimenter les populations, il s'agit aussi de négocier avec les puissances ennemies pour arriver, si possible, à un accord et à la paix. Et les relations de Robespierre avec la notion de terreur, ici, sont intéressantes. Si on se place à l'été 1793, lorsque Robespierre emploie le mot terreur, il associe le mot terreur à justice. La terreur, c'est la justice révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on répond à la terreur qui est provoquée par les ennemis de la République, par une terreur républicaine, qui est une réplique, mais une réplique qui s'applique selon les lois, avec des tribunaux d'exception, comme le tribunal révolutionnaire. En septembre 1793, un mot d'ordre est lancé par les sans-culottes. Le mot d'ordre, c'est la terreur à l'ordre du jour, et ce mot d'ordre ne sera jamais repris par Robespierre. Robespierre reprend toujours son association terreur et justice. Alors il va changer à un moment, il change au début de l'année 1794, en février 1794, avec un texte sur lequel je vais m'arrêter un peu parce que c'est un texte fondamental que tout le monde connaît. On associe généralement 2 mots, la terreur et la vertu.
Et cette association des deux mots, elle provient d'un texte du 5 février 1794 qu'on a souvent mal compris. Le mot terreur dans ce texte ne doit pas prendre de T majuscule. Il doit prendre un T minuscule. Et pour le comprendre, il faut lire un autre texte de Robespierre qui date de 1792 et où il fait référence à Montesquieu et à sa théorie des gouvernements. Et il écrit ceci, en 1792. Montesquieu a dit que la vertu était le principe du gouvernement républicain, l'honneur, celui de la monarchie, la terreur, celui du despotisme. En fait, Montesquieu écrit que la République a pour principe la vertu, c'est-à-dire l'amour des lois et de la patrie, comme définit la vertu Montesquieu. Montesquieu a dit aussi que la monarchie avait pour principe l'honneur, et il a écrit que le despotisme avait pour principe la crainte. Robespierre écrit toujours que le despotisme a pour principe la terreur. À partir de là, on peut relire le texte de février 1794, qui va sans doute s'afficher. Voilà, il s'affiche. Alors je vous le lis, et vous comprendrez ce qu'il veut dire. S'il ressort du gouvernement populaire dans la paix et la vertu, c'est-à-dire la République, le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur. La vertu, sans laquelle la terreur est funeste, la terreur, sans laquelle la vertu est impuissante. On a dit que la terreur était le ressort du gouvernement despotique. Le vôtre ressemble-t-il donc au despotisme? Oui, comme le glaive qui brille dans les mains des héros de la liberté ressemble à celui dont les satellites de la tyrannie sont armés. Que le despote gouverne par la terreur ses sujets abrutis, il a raison, comme despote. Domptez par la terreur les ennemis de la liberté, et vous aurez raison, comme fondateur de la République. Le gouvernement de la Révolution est le despotisme de la liberté contre la tyrannie. Le despotisme de la liberté contre la tyrannie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce texte de février 1794, Robespierre, sans le citer, s'inspire de Montesquieu et propose une nouvelle théorie du gouvernement en ajoutant une quatrième catégorie de gouvernement aux catégories qui étaient jusque-là reconnues. Jusque-là, il y avait la République, dont la démocratie, il y avait la monarchie et il y avait le despotisme. Et bien maintenant, Robespierre ajoute une quatrième catégorie. Il y a la République en devenir, la République en révolution. Et cette République en révolution, elle doit s'appuyer d'abord sur la vertu, parce que c'est une République, et elle doit s'appuyer également sur la terreur, parce que c'est un despotisme de la liberté. Mais il explique bien, le despotisme de la liberté, ce n'est pas comme le despotisme défini par Montesquieu. Le despotisme défini par Montesquieu a des pouvoirs qui se développent aux dépens de la population. Le despotisme de la liberté, il frappe non pas la population, non pas les citoyens, mais les ennemis des citoyens. On est donc ici dans un despotisme de la liberté qui doit s'appuyer simultanément sur la vertu et sur la crainte, ou bien, comme le dit Robespierre, sur la terreur. Alors cette définition, elle est très ancrée dans ce mois de février 1794. On est alors en plein dans un débat qui oppose ceux qui veulent aller plus loin dans la répression et ceux qui veulent aller moins loin. Ceux qu'on appelle les ultras, comme Hébert par exemple, et ceux qu'on appelle les citras, comme Desmoulins ou Danton. Et en février 1794, Robespierre veut se placer entre les deux. Il dit à un moment, le mois précédent, en janvier, Camille et Hébert ont également des torts à mes yeux. Camille et Hébert ont également des torts à mes yeux. Et il ne veut frapper ni l'un ni l'autre. Il aimerait que tous les républicains se réunissent, qu'ils choisissent une même voie, qu'ils luttent ensemble pour l'intérêt général, c'est-à-dire pour la réussite de la République à l'intérieur du pays et pour l'élimination des ennemis à l'intérieur et à l'extérieur du pays. On est là, à mon sens, dans une tentative de troisième voie, une tentative de réconciliation entre les deux extrêmes, avec un appel à ceux qui, comme Hébert, appellent à la terreur à l'ordre du jour, non pas la terreur à l'ordre du jour, la terreur à la vertu, et en même temps un appel à ceux qui, comme Desmoulins, disent « attention, la terreur c'est le despotisme ». Non, ce n'est pas le despotisme, on veut le despotisme de la liberté. On essaie de trouver une voie moyenne qui permettrait de rapprocher ces différents et ces vrais républicains. Ça va être peine perdue.
ça va être peine perdue, et vont tomber d'abord les hébertistes, et ensuite les dantonistes, ceux qu'on appelle les dantonistes de manière générale, dont, bien sûr, Danton, dont Camille Desmoulins aussi, qui était un proche de Robespierre. Ils avaient fait leurs études ensemble au collège Louis-le-Grand. Ils se connaissaient très bien. Robespierre avait été l'un des témoins au mariage de Camille et Lucile Desmoulins. La mère de Lucile raconte que Robespierre tenait leur jeune enfant Horace parfois sur ses genoux. Ils étaient donc véritablement amis, mais il y a là une rupture. Robespierre a essayé pendant longtemps d'éviter la mise en accusation de Danton, de Desmoulins. Il n'a pas réussi et finalement il accepte. Il accepte et le 5 avril 1794, je reprends ici une image qui... je vais y arriver. Voilà, une image qui a été reprise sur le livre de Michel Biard, dont on vous a parlé tout à l'heure, La liberté ou la mort, une image de Danton allant à l'échafaud, un dessin de Huyle qui se trouve au musée Carnavalet et qui montre ce Danton sûr qu'il va entrer dans l'histoire. Lorsqu'il parle de lui à son procès, il emploie la troisième personne. Danton va bientôt rentrer dans l'histoire, et il en est certain, et effectivement, il n'a pas tort. Alors, cette scène de l'exécution, ou plutôt de la marche vers l'exécution, elle ouvre le Robespierre de Romain Rolland, une superbe pièce, et je vous en lis quelques passages. On est chez les Duplay. Chez les Duplay, c'est-à-dire chez ces menuisiers qui abritent Robespierre. On est dans la rue Saint-Honoré, et c'est la rue qui mène alors à la place de la Révolution, où sont exécutés les condamnés. Duplay. Maximilien, tu as été malade, tu es encore souffrant, viens dans ta chambre, ne reste pas ici, ce n'est pas ta place. Robespierre. Laisse-moi, Duplay, je veux être là. Je n'y ai, tu le sais, aucun plaisir, mais je ne dois pas fuir. La voix de Danton, mugissant. Robespierre. Robespierre se dresse tout droit. La voix de Danton. Tu es là, tu te caches, assassin. Un peu plus loin, la voix de Danton s'éloignant. Robespierre, j'ouvre la fosse, tu m'y suivras, à bientôt. Robespierre, fermement, à bientôt, soit. Bon, on est là, bien sûr, dans quelque chose de très théâtral. Hein. Dans les faits, ça ne s'est sans doute pas présenté de cette manière-là. En tout cas, on voit Robespierre le soir aux Jacobins qui assume tout à fait ses choix et qui dit il fallait éliminer Danton, il fallait éliminer Desmoulins. Ils empêchaient la politique de la Convention d'être une, et maintenant qu'ils sont éliminés, nous sommes tous montagnards, et il n'y aura qu'une seule voix désormais à parler en France et à parler à la Convention. On entre dans un moment où effectivement Robespierre devient la voix principale du pays, à la fois aux Jacobins et à la Convention. C'est un homme qui prend des mesures très importantes selon lui, dont l'une des plus importantes est l'organisation d'une fête de l'être suprême et la reconnaissance, bien sûr, de l'immortalité de l'âme. Robespierre est un homme très religieux, il pense que pour le peuple, mais aussi pour les élites, il faut un Dieu qui conduise à des choix qui sont des choix moraux, qui permettent d'éviter aux hommes d'être égoïstes et qui permet à la société de fonctionner. Il est comme Rousseau. Rousseau déteste les athées et il considère que les athées devraient être chassés de la société. Ce sont de véritables dangers pour la société. Robespierre ne va pas jusque-là, mais il n'aime pas non plus les athées qu'il considère comme des aristocrates. Il n'y a que les aristocrates qui peuvent être athées, qui peuvent se payer le luxe, selon lui, d'être athée. Donc il organise cette fête qu'il va présider parce qu'il est à ce moment-là le président de la Convention. Et 2 jours plus tard, il y aura une loi terrible qui va être adoptée, la loi du 22 prairial, qui va accélérer les procédures devant le tribunal révolutionnaire. On est à ce moment où l'on sent parfois la révolution se terminer, et c'est la fête de l'être suprême, où l'on sent aussi parfois qu'il faut continuer et peut-être accélérer l'élimination des ennemis de la République. Et c'est à ce moment-là que la guillotine va fonctionner véritablement très fortement à Paris, qu'il y aura des centaines de victimes chaque semaine. C'est toute la complexité de cette fin de printemps 1794. À ce moment-là, Robespierre est un homme qui fait peur, incontestablement. C'est un homme qui se sent aussi de plus en plus fragile. Il a l'impression qu'il est accusé de toutes parts, ce qui n'est pas faux.
On l'accuse de dictature et il essaie de se justifier une première fois le 1er juillet 1794. Il dit ceci: « À Paris, on dit que c'est moi qui ai organisé le tribunal révolutionnaire, que ce tribunal a été organisé pour égorger les patriotes et les membres de la Convention. Je suis dépeint comme un tyran et un oppresseur de la représentation nationale. À Londres, on dit qu'en France, on imagine de prétendus assassinats pour me faire entourer d'une garde militaire. C'est ainsi que l'on absout les tyrans en attaquant un patriote isolé qui n'a pour lui que son courage et sa vertu. » On sent que l'homme, bien qu'on le représente comme un personnage tout-puissant, même s'il a été longtemps un personnage influent à la Convention, est en même temps un personnage fragile. Et bien évidemment, l'homme a toujours été un homme parmi les 12 ou parmi les 11 du Comité de salut public, et pas toujours le plus influent. Lorsqu'il a fallu débattre de la mise en accusation de Danton et de Desmoulins, dans un premier temps, il s'y est opposé, il a dû finalement se rallier à la majorité. Et à la fin du mois de juin, Robespierre est devenu minoritaire au Comité de salut public et il est obligé, ou il se sent obligé, de quitter le Comité de salut public. Il cesse de le fréquenter à partir de la fin du mois de juin. Il pense sans doute qu'en montrant ainsi son désintéressement, qu'en montrant ainsi qu'il n'est pas le dictateur qu'on accuse d'être, puisqu'il ne détient pas le pouvoir et puisqu'il renonce volontairement à ce pouvoir, les attaques vont cesser. En fait, en l'occurrence, le calcul se révélera être un mauvais calcul. Il va être attaqué par beaucoup, par certains qui ont été envoyés en mission, qui ont parfois abusé de leur pouvoir et qui, de retour à Paris, ont peur d'être mis en accusation, par d'autres, comme Vadier, qui n'aiment pas la fête de l'être suprême et qui rejettent cette mise à l'index des athées par Robespierre, par d'autres encore qui considèrent que cet homme est trop influent auprès du peuple, trop influent aux Jacobins, et qu'il convient de l'ostraciser en quelque sorte par référence aux mesures antiques. Le 9 Thermidor se déroule dans ce contexte-là. Là, il est représenté dans un tableau du XIXe siècle. Robespierre est au bas de la tribune, le 9 Thermidor, lorsque Tallien décide d'interrompre le discours de Saint-Just. Il demandera à parler, on lui refusera toujours la parole. C'est Collot d'Herbois qui préside à un moment la séance. Les hommes qui sont autour de Robespierre vont être arrêtés, 5 arrestations en tout, 3 qui sont décidées par l'Assemblée elle-même, Saint-Just, Couthon et Robespierre. Et ensuite, il y a Augustin Robespierre, le jeune frère de Robespierre, qui demande à être mis en accusation lui aussi, et Philippe Lebas, qui demande également à être mis en accusation, parce qu'il considère que la mise en accusation de Robespierre est quelque chose d'injuste, qu'ils ont partagé ses principes, et qu'il est donc juste qu'il partage avec lui sa mise en arrestation. On est là dans les scènes tragiques des 9 et 10 Thermidor, avec des moments qui sont devenus des moments un peu mythiques. Alors je vous ai sélectionné une scène mythique qu'on retrouve très souvent, c'est la scène où Robespierre, après avoir été blessé à l'hôtel de ville, ou bien a-t-il tenté de se suicider, ou bien le gendarme Merda de son vrai nom, a tenté de lui tirer une balle dans le visage, ou bien y a-t-il eu un affrontement entre 2 hommes et Robespierre a été blessé, on ne sait pas trop. Toujours est-il qu'on l'emmène dans une antichambre du Comité de salut public, on pose sa tête sur une boîte et il reste là quelque temps avant de passer devant le tribunal révolutionnaire, d'être simplement reconnu parce qu'il a été mis hors la loi avec les autres députés, puisqu'ils ont refusé d'obéir à la loi de mise en accusation contre eux. Ils ne sont donc pas jugés, ils sont simplement reconnus par le tribunal révolutionnaire et ils sont ensuite emmenés à l'échafaud. Commence à ce moment-là toute une série d'images et de représentations de Robespierre. Je vous en ai sélectionné 2 seulement. Une première qui est assez intéressante parce qu'elle montre Robespierre en train de presser un cœur au-dessus d'un calice et on voit à la fois l'allusion religieuse. C'est vraiment le prêtre qui va boire le sang. Le problème, c'est que c'est bien sûr du sang humain. Et une autre, c'est Robespierre qui guillotine le bourreau. La France a été guillotinée en entier. Il ne reste plus que le bourreau et Robespierre. Donc là, il ne restera plus que Robespierre après. Si J, toute la France, dit le monument. Bon, ça montre un peu l'image qu'on avait de lui à ce moment-là. Et pour beaucoup de contemporains, si on n'avait pas éliminé Robespierre, c'est Robespierre qui aurait éliminé le reste des Français, ou tout au moins quelques dizaines de milliers de Français. Tallien, qui a le sens de l'exagération, dit qu'il a économisé la vie de 60 à 80 000 hommes
en éliminant Robespierre. Alors toute une série d'images vont à ce moment-là naître, alors je vous en cite quelques-unes parce que les accusations lancées contre Robespierre à ce moment-là étonnent parfois. La première accusation qu'on peut citer, c'est celle qui est lancée par Barras, qui a beaucoup d'imagination. Et Barras explique que Robespierre avait une maison de plaisir, c'est l'expression qu'il emploie, à côté de Paris. Vous avez bien compris, une maison de plaisir à côté de Paris, c'est-à-dire qu'il recevait des femmes dans une maison. Saint-Just avait la sienne aussi. Couthon, on ne l'accuse pas parce qu'il se déplace en béquille ou en fauteuil roulant, donc c'est pas vraiment crédible. Mais en tout cas, Saint-Just et Robespierre avaient les leurs. Ça, c'est Barras qui raconte ça. Et à l'époque, on le croit parce qu'on imagine Robespierre comme un homme à femme. Et c'est vrai que beaucoup de femmes venaient l'écouter dans les tribunes. C'était un homme qui était toujours avec une mine soignée, qui avait également des talents d'orateur, qui avait aussi cette force pour affronter une assemblée, pour dominer une assemblée qui était tout à fait fascinante. Autre accusation lancée par Collot d'Herbois et Billaud-Varenne, Robespierre serait un traître, il négociait secrètement avec l'Angleterre, et il allait sans doute signer une paix odieuse qui lui aurait permis de gagner le pouvoir. Et cette accusation, on la prend très au sérieux. Et quand Maurice Duplay, qui loge Robespierre, est incarcéré, lorsqu'il est interrogé par la police, on lui demande « Mais des Anglais venaient voir Robespierre ?» Non, non. Des Espagnols alors? Non plus. Il écrivait aux Anglais, il écrivait aux Espagnols. On demande ces choses-là et on y croit véritablement. Bon, ça va disparaître après. Autre accusation, l'usurpation de pouvoir. Robespierre a voulu devenir ou bien était dictateur. La preuve, c'est qu'il voulait plus. Barère explique qu'on a trouvé sur le bureau de l'hôtel de ville un cachet à fleur de lys tout neuf. Un cachet à fleur de lys tout neuf. Et d'ailleurs, dans la nuit du 9 au 10 Thermidor, certains sont passés devant la prison du Temple et on a essayé, pense-t-on, de libérer Marie-Thérèse, la fille de Louis XVI. Robespierre voulait l'épouser. Robespierre voulait devenir roi. Et certains y croient à l'époque. C'est vrai que ça nous paraît complètement fou, mais lorsqu'on regarde les mémoires de Baudot, qui est un conventionnel, dantoniste, il est exilé en Belgique dans les années 1820, et il décrit une altercation qui un jour a lieu entre Cambon et Vadier, deux autres conventionnels. Et Cambon demande à Vadier, mais cette histoire de cachet à fleur de lys, c'est vrai ou c'est une manipulation? Vadier, au début, dit « Non, non, c'est vrai, Robespierre avait vraiment ce cachet à fleur de lys, il s'apprêtait à devenir roi. » Et puis, à un moment, Vadier en a assez, il dit « Mais non, c'est nous qui l'avons apporté sur le bureau de l'hôtel de ville. » Et Baudot, dans le brouillon de ses mémoires, et on a ces notes qui devaient permettre de rédiger ses mémoires, écrit cette histoire-là. Et il ajoute « Robespierre, je ne l'aime pas, mais quand même, il faut dire la vérité, Robespierre n'a pas voulu devenir roi. » Et il écrit ça dans les années 1820. Dans les années 1820, il considère encore que c'est utile de le dire, que c'est faire œuvre de vérité que de le rappeler. On voit donc par là que les hommes de l'époque y ont cru, sans doute. Et puis, il y a bien sûr d'autres accusations. L'autre accusation, c'est que Robespierre a mis en place ce qu'on appelle à l'époque un système de terreur. Un système de terreur, c'est-à-dire qu'il a organisé la loi du 22 prairial, l'accélération des procédures judiciaires, pour pouvoir prendre le pouvoir en s'appuyant sur cette terreur. Et la seule loi qui est supprimée après l'arrestation de Robespierre, c'est la loi du 22 prairial. La loi des suspects, elle reste en place. Le tribunal révolutionnaire, il reste en place. Les exécutions, elles vont encore continuer pendant plusieurs mois. C'est simplement la loi du 22 prairial qui est supprimée. Autrement dit, ce que nous appelons la terreur, ça se continue après. Ça va s'arrêter petit à petit, mais pas immédiatement. Alors comment comprendre l'image qu'on a encore de lui aujourd'hui? Et attention, il ne s'agit pas de justifier, hein, soyons clairs. Robespierre est un homme intransigeant. C'est un homme qui, incontestablement, a voulu être sévère envers les ennemis de la République. C'est un homme qui a été favorable à l'exécution du roi, favorable à l'exécution de la reine, favorable à l'exécution des Vendéens soulevés. Il parle d'extermination de la Vendée, comme Barère, comme d'autres. C'est un homme qui n'est pas un tendre, qui est véritablement un homme convaincu que des mesures politiques fortes s'imposent dans un temps d'exception. Pour autant, comprendre l'image qui est encore celle de Robespierre aujourd'hui, c'est-à-dire l'image d'un dictateur, alors que le pouvoir a toujours été partagé et alors qu'il est obligé de quitter à un moment le pouvoir quelques semaines avant son arrestation, comprendre que l'homme est considéré comme l'incarnation de la terreur, alors que la terreur a été un choix politique de l'ensemble de l'Assemblée au départ, qui a voté la création du tribunal révolutionnaire, qui a voté la loi des suspects, qui a voté tout le système législatif
de la terreur. Pour comprendre cela, on évoque, et on a raison d'évoquer, la légende noire de Robespierre qui est construite après le 9 Thermidor et dont je viens d'expliquer quelques éléments. Mais évoquer simplement ça, ça ne permet pas de comprendre. Ça ne permet pas de tout comprendre, parce que ça ne permet pas de comprendre pourquoi aujourd'hui on retient dictateur et incarnation de la terreur et qu'on ne retient pas le reste. Si on retient cela, c'est aussi, d'une part, parce que Robespierre était effectivement quelqu'un de particulièrement sévère et de particulièrement intransigeant, il y a les faits qui rendent crédibles les accusations, et c'est aussi parce que Robespierre a en fait été très tôt accusé d'être un homme qui voulait le pouvoir et d'être un homme qui était un buveur de sang. Il voulait le pouvoir, il voulait être dictateur, on retrouve cette accusation-là dès l'été 1791. Dès l'été 1791, on reproche à Robespierre de mettre en accusation le roi, après la fuite avortée par Varenne, et on lui reproche à ce moment-là de vouloir déstabiliser le gouvernement pour prendre la place de ceux qui gouvernent. Et les accusations de dictature, on va les retrouver en 1792, en 1793. C'est véritablement une accusation que l'on retrouve depuis 1791 jusqu'à la fin. L'idée du buveur de sang, on la retrouve très tôt aussi. Et je vous cite simplement un extrait d'une lettre qui date du printemps 1790. C'est un anonyme artésien, en 1790. 1790, encore une fois, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas de justice d'exception. On est dans une période relativement calme, si ce n'est qu'il y a de petits mouvements dans les campagnes dans certaines provinces, et si ce n'est que certains ont peur parce qu'on parle de suffrage universel masculin ou bien d'abolition de l'esclavage, ça fait peur à certains. Et on a une lettre anonyme qui vient d'Artois et qui dit ceci. C'est bien étonnant que l'auguste Assemblée, donc c'est une lettre qui est adressée au président de l'Assemblée nationale, c'est bien étonnant que l'auguste Assemblée conserve dans son sein un monstre tel que Robespierre, qui n'a ni foi, ni loi, ni religion, et dont le génie ne respire que sang et carnage. Avril 1790. On a déjà cette idée-là. L'idée que Robespierre, c'est un fauteur d'anarchie. Avec les principes qu'il défend, c'est sûr, il veut prendre le pouvoir en semant le désordre dans le pays. On a cette idée-là qui va cheminer jusqu'en 1794 et qui, là encore, va rendre crédibles les accusations qui vont être lancées contre lui. Alors, encore une fois, et j'insiste là-dessus, il ne s'agit pas ici de faire un procès, ou bien d'accuser, ou bien d'innocenter. Encore une fois, la part de responsabilité de Robespierre dans ces années 93-94 ne fait évidemment aucun doute. Ce qu'il s'agit, c'est simplement de comprendre le décalage qui existe entre ce que l'on observe dans les textes, c'est un homme qui est co-responsable des événements, qui a fait des choix politiques, qui sont ceux que l'on appelle aujourd'hui les choix de la terreur, mais la terreur avec un T majuscule et la terreur avec un article défini devant s'impose véritablement au début du XIXe siècle, cette notion-là. Donc c'est incontestablement un homme intransigeant, mais c'est l'un de ceux qui ont mené cette politique, et sans doute pas l'un de ceux qui l'ont voulu la plus sévère possible. En fait, pour comprendre le personnage, je pense qu'il faut revenir sur l'idée que l'homme est un personnage autour duquel se construisent deux vécus de la Révolution, puis deux mémoires de l'événement. Une mémoire républicaine, avec une image de la Révolution qui était un peu l'image de Jaurès, une révolution qui était un tout et qui est un événement fondateur et qu'il faut prendre avec ses diverses dimensions. Une image plutôt hostile, qui peut être républicaine aussi, tantôt avec un choix dans les périodes de la Révolution et un tri dans les héritages, parfois avec un rejet en bloc de ce qu'est l'événement révolutionnaire. Et Robespierre permet finalement à lui seul d'incarner ces différents visages de la Révolution, avec le pour et avec le contre. Et c'est ce qui fait de lui un mythe parce que le personnage de Robespierre reste un personnage actuel, et que dans nos débats actuels, c'est un personnage qui cristallise différents regards que l'on peut porter sur notre histoire, sur notre héritage, sur la Révolution. C'est devenu un mythe politique, mais s'il est devenu un mythe politique, et je conclurai par cette idée, c'est finalement parce qu'il était peut-être un mythe vivant, et qu'il a été ce personnage qui cristallise ou les adhésions ou les oppositions au moment même où il s'est engagé en Révolution, c'est-à-dire véritablement entre 1790
et 1794. Merci. Comme à l'accoutumée, ceux qui veulent poser une question, le micro est à votre disposition. Il y aura 2 micros, un par ici et un par ici. Comme vous êtes très nombreux, si vos questions pouvaient être concises, le conférencier est là, il n'est pas dans la salle, donc c'est simplement pour stimuler la réflexion collective. Qui veut le micro? Oui, moi je voudrais vous poser une question. Vous n'avez pas abordé la mort de Louis XVII. Quel était le rôle de Robespierre? La mort abominable d'un gosse de 10 ans, on ne peut pas laisser insensible, vous n'avez pas du tout cité son nom. Elle intervient l'année suivante, elle intervient en 1795. Oui, mais la détention et la manière dont il a été retenu... La détention, elle a déjà commencé, effectivement, mais la mort, effectivement, elle intervient l'année suivante, au moment de la Convention thermidorienne. Robespierre, effectivement, a une vision de la famille royale qui est double. Vous savez qu'une partie de la famille royale va pouvoir partir, en quelque sorte, et une partie va être incarcérée. Elle est incarcérée, cette partie-là, mais pas jugée. Bon, les enfants de Louis XVI sont évidemment pas jugés. Ils sont détenus dans des conditions qui sont très difficiles, incontestablement. Ce qu'il serait advenu après, bon, on le voit avec certains personnages de la famille royale qui vont pouvoir vivre au début du XIXe siècle. C'est sans doute, c'est peut-être le sort qui aurait été réservé à Louis XVII s'il avait vécu. Mais voilà, bon, il est mort l'année suivante, effectivement. Cela dit, je ne me fais pas d'illusions. Un personnage comme Merlin de Douai, sur lequel j'avais travaillé, lorsque Louis XVII meurt, il dit que c'est une bonne nouvelle pour la République. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais on est dans une période qui est... C'est vrai qu'à 2 siècles de distance, nous projetons inévitablement notre sensibilité sur ces événements-là. Moi, j'essaie de le faire de manière insensible, c'est beaucoup dire, mais avec la distance qui s'impose de l'histoire. On est là dans une période tout à fait dramatique où les hommes qui font la Révolution sont en train de créer un régime qu'ils ne sont pas du tout sûrs de mettre en place. Il suffit de penser à la loi d'amnistie de janvier 1816. Ces régicides, en janvier 1816, lorsqu'ils ont soutenu l'empereur en 1815, partent à l'étranger. Bon, ils ne sont pas condamnés à mort, c'est sûr, mais ils sont condamnés à l'exil en 1816. Et ils savent très bien, au moment de la Révolution, que pour eux, il y a un seul choix. Ou bien la République réussit, ou bien ils seront peut-être jugés, seront peut-être exécutés. Et je crois que comprendre les événements, c'est se replacer dans ce contexte tout à fait particulier dans lequel on a du mal à se projeter aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est sans jugement de valeur. C'est pas à moi à dire ils ont eu tort, ils ont eu raison. C'est de l'histoire pour moi. S'il vous plaît, pourriez-vous nous dire dans quel milieu social était né Robespierre et qui aurait pu lui permettre d'avoir envie d'être un meneur? Voilà. Alors, il est issu d'un milieu social où, par son père et son grand-père, du côté paternel, il est dans un milieu de juristes, mais pas simplement. Du côté de sa mère, il est plutôt dans un milieu de marchands, de brasseurs. Mais son père était avocat, son grand-père était avocat aussi, et si on remonte un peu plus loin, la famille Robespierre, lorsqu'elle habitait Carvin, ou Hénin-Beaumont, était déjà au XVIIe siècle une famille de juristes. Donc il y a là incontestablement une tradition familiale qu'il a continuée, mais qu'il a poussée plus loin parce qu'il est le seul à avoir fait ses études à Paris et à avoir fait des études complètes de licence pendant 3 ans, alors que son père et son grand-père ont fait des études beaucoup plus courtes qu'on appelle par faveur d'âge, où on obtient la licence en 6 mois seulement. Ça a existé au XVIIIe siècle, ça fait toujours rêver nos étudiants, mais bon, on ne les rétablira pas. On ne la rétablira pas. Donc, dans une famille de juristes, alors, est-ce que ça fait de lui un meneur? Je ne sais pas, je crois qu'il y a vraiment un trait de caractère, et je ne pense pas que ce soit une personnalité ordinaire. Lorsqu'il écrit à d'anciens camarades du collège, beaucoup de camarades, à commencer par Desmoulins, disent qu'ils percevaient déjà en lui quelqu'un d'assez hors du commun, et qu'ils ne sont pas étonnés par l'importance qu'il prend au moment de la Révolution. Bon, on est là avec des fortes personnalités, incontestablement. Oh, je ne crois pas. C'est un homme qui a assez bien réussi sous l'Ancien Régime. D'ailleurs, il commence à peine sa carrière. Il commence sa carrière en 1781.
Et il rompt véritablement avec la société arageoise à partir de 1789. Le printemps 89, là, on a une vraie rupture. Mais on a encore une grève d'avocats au début de l'année 1789, dans laquelle Robespierre est pour quelque chose, puisqu'il s'est fâché avec un magistrat. Le magistrat a monté toute la compagnie des magistrats de la maréchaussée contre Robespierre. Robespierre remplaçait parfois un ami comme juge dans ce tribunal, et les juges décident alors de ne plus accepter Robespierre parmi eux. Eh bien, les avocats d'Arras décident de faire grève pour soutenir Robespierre. Il n'y a pas de raison que Robespierre ne puisse pas devenir juge à nouveau. Et là, on est au début 89. Ça montre bien qu'il a encore toute la société des avocats arageois. Ils sont 90 à peu près derrière lui. Il n'est pas du tout au banc de la société. Ça va arriver un peu plus tard. Merci. Y a-t-il des rues Robespierre à Paris ou dans d'autres villes? Il y en a pas mal. Il y a pas mal de rues Robespierre. Alors c'est vrai qu'il n'y en a pas à Paris, et on sait qu'il y a eu un débat il y a quelques années sur l'opportunité ou non de donner une rue Robespierre à Paris, mais le débat est très vite devenu très politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et que, en ce moment, la tendance est plutôt à débaptiser les rues Robespierre plutôt qu'à les baptiser Robespierre, quoique ça pourrait changer. Mais enfin, la tendance est plutôt celle-là. Donc, il y a effectivement des rues Robespierre, il y a des lycées et des collèges Robespierre. Mes filles sont allées dans un lycée Robespierre, ça les a jamais traumatisées. On l'appelle d'ailleurs à Arras, ce lycée, on l'appelle le lycée Robès. Voilà. C'est le lycée Robès. Et à chaque fois d'ailleurs, mais les étudiants sont très conscients du personnage, à chaque fois qu'il y a un mouvement de mécontentement des élèves de ce lycée, la tradition, depuis les années 70, c'est de se regrouper autour du buste de Robespierre qui trône dans la cour. Et il y a tous les élèves qui vont autour du buste de Robespierre pour protester. Donc il y a encore une image qui est sans doute un peu édulcorée du personnage. Hein. Il a perdu, surtout chez des lycéens, je crois qu'il a perdu de son côté subversif qu'il pouvait avoir dans les années 60-70, et qu'il a encore chez les adultes aujourd'hui. Mais il y a des rues, il y a des collèges, il y a des lycées. La mémoire était encore inscrite effectivement dans l'espace français. Oui. Oui, monsieur, ici. Oui. J'ai quand même du mal à avaler la contradiction entre ses paroles et ses actes, et en particulier à propos de la peine de mort. Oui, oui. Alors, évidemment, comment expliquer qu'il ait tellement été en contradiction avec ses propres idées? Je crois que ce n'est pas une contradiction, et c'est comme ça que ça peut s'expliquer. En fait, il a une position qui se rapproche par certains côtés de Beccaria. Beccaria prône l'abolition de la peine de mort, mais dans le texte de Beccaria, il y a un moment où il est ambigu. Et enfin, pour les commentateurs de Beccaria, ce n'est pas du tout une ambiguïté. Il dit, dans les temps ordinaires, la peine de mort doit être abolie, parce que dans les temps ordinaires, l'État n'a pas le droit d'utiliser la peine de mort, mais dans les temps d'exception où l'État est en danger, là, le recours à la peine de mort est légitime. Et je crois que Robespierre a, dès le départ, cette position-là, parce que lorsqu'on regarde comment il explique les mises à mort du mois de juillet 1789, les premiers morts de la Révolution, il dit « Le peuple s'est ressaisi de sa souveraineté, il en a fait usage et il a éliminé ses ennemis. » Et il dit exactement la même chose pour l'été 1792 et pour les massacres de septembre. Autrement dit, il y a dans son esprit, et là je commente encore une fois, hein, je ne justifie pas, je ne défends pas, je commente et j'essaie de comprendre. Il y a dans son esprit les temps ordinaires et les temps d'exception. Et il est homme du XVIIIe siècle. Il y a le temps, il y a l'homme à l'état de nature et il y a l'homme dans l'état social. L'homme dans l'état de nature, c'est les moments où le peuple se ressaisit de sa souveraineté, tente de se sauver et tente de créer un nouvel état politique. C'est l'été 89, c'est l'été 1792. Dans ces cas-là, l'élimination de l'ennemi, comme il le dit, devient un droit. Donc dans un état d'exception, 93-94, l'élimination de l'ennemi est un droit, et même un devoir. Dans les temps ordinaires, la peine de mort doit être abolie. Et il y a une illustration particulièrement nette de cette non-contradiction, d'une certaine manière, chez lui, dans son esprit, c'est au moment du procès du roi.
Au moment du procès du roi, il dit « Le roi, il a été jugé au 10 août, il faut l'éliminer, pas besoin de procès, on le met à mort, c'est tout. » Le peuple a condamné le roi en faisant le 10 août et en le renversant. Mais, ajoute-t-il, on met à mort le roi et ensuite, il faudra qu'on parle de l'abolition de la peine de mort. Parce qu'après, on sera vraiment en République, et pour lui, la République est véritablement proclamée en janvier 1793 et pas en septembre 1792, c'est au moment où le roi est mort que la République vraiment vit, c'est le moment de parler de la peine de mort, alors, de l'abolition de la peine de mort. Alors n'oubliez pas que l'abolition de la peine de mort, pour la première fois en France, on sait trop peu, elle est proclamée en 1795 par la Première République. La Première République dit, juste avant de se séparer, la Convention nationale dit juste avant de se séparer, la peine de mort va être abolie en France une fois que la paix sera revenue. Bon, le problème, c'est que la paix, c'est en 1815. Alors, bon, voilà. Mais voyez que là, il y a une logique. On avait l'impression en 1995 de sortir de la Révolution, qu'on pouvait enfin réaliser cette réforme, et on l'a inscrite dans le texte à ce moment-là. Bon, maintenant, c'est la manière de penser de la fin du XVIIIe siècle, hein, évidemment. Oui, vis-à-vis de la mort du roi, quand vous dites qu'il a une position demandant un décret, est-ce que son raisonnement ne se fonde pas aussi sur la notion de séparation des pouvoirs? Parce que quand la Convention décide de faire un procès au roi, il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Et lui ne dit pas « il faut juger le roi », il dit il faut un décret de mise à mort, et il dit aussi, je crois, si on supposait un seul instant de juger le roi, il faudrait le supposer innocent, et dans ce cas-là, c'est la Révolution qui serait coupable. Et ce raisonnement est un raisonnement de juriste, et peut-être aussi, justement, se réfère-t-il, pourquoi pas, à Montesquieu ou aux philosophes du XVIIIe siècle qui prônaient la séparation des pouvoirs. Oui, alors moi je ne le rattacherai pas à la séparation des pouvoirs. Alors bien sûr, dans les phrases que prononce Robespierre, il y a notamment la phrase « vous n'êtes pas des juges », incontestablement. L'Assemblée, elle n'a pas été élue pour former un tribunal. Ça, il le dit. Mais je crois que l'essentiel pour lui, c'est l'autre partie de la phrase que vous avez citée. L'essentiel pour lui, c'est l'idée que le 10 août, c'est en fait la décision du peuple d'arrêter la royauté, d'entrer en République, la République qui sera effective au mois de septembre, mais cette décision-là, c'est une décision qui pour lui est irrévocable. Et juger le roi, c'est mettre en doute la légitimité de l'entrée en République, c'est-à-dire c'est suspendre en quelque sorte la décision du peuple à la volonté des députés. Et ça, il considère que les députés n'en ont pas le droit. Le peuple a décidé, il suffit de faire ce que le peuple a décidé. Le peuple a décidé que le roi ne serait plus roi, que la France serait une république, il a décidé de se séparer de son ennemi. Il faut donc aller jusqu'au bout de la logique. C'est la logique de Robespierre, c'est la logique de Saint-Just, bien évidemment, ce n'est pas la logique de l'Assemblée, qui veut essayer de légitimer autant que faire se peut sa position et qui voudra qui voudra un procès avec un accusé, avec un acte d'accusation, avec des défenseurs, avec un verdict. Voilà. Mais je pense que le nœud est vraiment là. Le nœud est vraiment... Alors il y a peut-être du Montesquieu là-dedans aussi, mais je crois qu'il y a plutôt de l'état de nature et de l'état de société, mais on retrouve ça chez Montesquieu aussi, hein, bien sûr. Et deuxième question que je voulais poser, pour expliquer sa chute, son arrestation, je crois qu'il y a un discours qui a été très important, qu'il fait au moment où il réapparaît, alors que justement il avait quitté un petit peu la vie publique, justement en désaccord avec le comité de salut public, c'est le fameux discours sur les fripons, où beaucoup de gens se sentent menacés, d'autant plus qu'il se garde bien de préciser de qui il parle. Oui. Donc ça peut être les ennemis traditionnels de la Révolution, mais beaucoup parmi le groupe des montagnards se sont sentis concernés par cette notion de friponnerie qu'il met en avant par rapport à la vertu. Bien sûr. Alors il cite quelques noms, il cite Ramel et Cambon par exemple, mais après il met en cause certains membres des comités de gouvernement, sans les nommer, et on verra le soir lorsqu'il va prononcer effectivement son discours aux Jacobins,
qu'il y aura Collot et Biot qui vont être là, qui vont être chassés des Jacobins. On verra à qui s'adressent évidemment ces accusations, ou qui se sent visé et qui les Jacobins considèrent comme visé. Évidemment, c'est un discours qui a été, qui n'a pas eu l'effet recherché. C'était pas cet effet-là que recherchait Robespierre, mais on sent que c'est un discours d'autant plus qui nous est parvenu dans une forme inaboutie. C'est pas un discours qui, comme les discours traditionnels de Robespierre, a été ensuite retravaillé par lui, donc avec un texte avec des longueurs, avec des répétitions, très percutant par moments, mais un peu redondant à d'autres. Et on comprend que c'est un texte qui est déstabilisé et qui est effectivement fait suspecter que les listes de proscription qu'on disait circuler au sommet de l'État existaient bel et bien. Ça dit, je n'en ai retrouvé aucune dans les archives, des listes de proscription. Si elles avaient existé, je crois qu'on les aurait gardées comme des pièces à conviction. Il n'y en a pas. Mais il y avait des gens dans le viseur, incontestablement. On a conservé de la main de Robespierre de véritables actes d'accusation contre certains, notamment Dubois-Grancey, par exemple. Sur une demi-page, il note très clairement tout ce qu'il lui reproche, et on sent que ça pouvait éventuellement servir à un moment ou à un autre. C'est sûr. Je poserai volontiers une question. Je suis ici sur Saint-Just. Oui. Ce n'était pas votre sujet, bien sûr, mais puisqu'on est dans la construction des mythes, il y a un mythe Saint-Just aussi, mais qui est peut-être plus lumineux, plus flamboyant, plus romantique, que sais-je encore. Malraux avait écrit aussi sur Saint-Just. Et quelles étaient les relations, enfin en quelques mots, que vous pourriez nous... Et pourquoi cette différence de traitement dans la suite entre les deux ? Alors sur leur relation, finalement, on connaît assez peu de choses. Alors on a une lettre, leur premier contact, c'est à l'époque de la Constituante. Saint-Just... écrit à Robespierre, il lui écrit qu'il l'estime beaucoup, enfin c'est une lettre très élogieuse, où en même temps il demande à Robespierre d'intervenir pour son petit pays. Ça c'est le premier contact. Ensuite, on a du mal à les suivre à l'époque de la Convention parce qu'on n'a pas de documents personnels, on n'a pas de correspondance entre eux, on a très peu de témoignages, sauf pour la fin, où effectivement on les présente comme étant d'accord, notamment pendant le premier semestre 1794, sur d'assez nombreux dossiers, mais ce sont quand même deux personnalités très différentes, deux hommes qui n'étaient pas des intimes, comme ont pu l'être d'autres conventionnels. Robespierre connaît beaucoup mieux Lebas, connaît beaucoup mieux Desmoulins que Saint-Just. Si bien qu'on a quand même du mal à dénouer leur relation. Ils étaient d'accord sur l'essentiel à partir du printemps 94. Cela dit, l'association que l'on fait après Couthon, Saint-Just, Robespierre, c'est une association qui est due en grande partie au dénouement de l'histoire. C'est parce qu'ils ont été, même si Robespierre était là, plus proche de Couthon à mon avis que de Saint-Just, mais l'association des trois, c'est l'histoire qui l'a provoqué. De même que l'association Danton, Marat, Robespierre dont j'ai parlé, c'est l'automne 1792 qui l'a créée en grande partie. Est-ce que vous pensez que la légende noire de Robespierre, elle s'est aussi construite parce qu'il a peut-être déçu tous ceux qui avaient été séduits justement par le discours qu'il avait sur la liberté individuelle, sur le refus de la peine de mort, sur tout ce discours autour de l'homme et de la démocratie, et le fait après d'avoir affirmé avec autant d'intransigeance des positions radicales qui légitimaient par l'état d'urgence. Est-ce que certaines personnes ne se sont pas dit mais voilà, on a cru en lui et en fait on se reconnaît plus là-dedans, et ça a alimenté peut-être cette légende noire et le fait qu'il bascule vers l'homme assoiffé de sang et sanguinaire. Alors est-ce pour cette raison-là, pour une autre? En tout cas, actuellement, il y a un vrai débat chez les historiens autour d'un travail de Colin Jones qu'il est en train de mener sur le 9 Thermidor, où il explique qu'au 9 et 10 Thermidor, le peuple de Paris n'est pas resté indifférent, mais a pris position finalement contre Robespierre, et a refusé de prendre position pour. Alors les arguments qu'il avance, et ceux qu'on pourrait avancer de manière générale, c'est pas... Bon, il y a effectivement sans doute
la lassitude devant les exécutions capitales qui sont vraiment très nombreuses en juin et en juillet. On a même déplacé la guillotine pour éviter qu'elle soit toujours place de la Révolution parce que les voisins commençaient à se plaindre. Et puis c'était insupportable, donc on a déplacé la guillotine. Là, incontestablement, il y a une lassitude. Il y a aussi des tensions qui sont des tensions autour du maximum des salaires au mois de juillet 1794, avec une sorte de sentiment de trahison de la part de ceux qui vivent à Paris et qui travaillent et vivent difficilement de leur travail. Il y a aussi sans doute une déception devant la réaction à la suite des victoires de la fin du mois de juin, puisqu'il y a eu à Paris, un peu avant le 9 Thermidor, toute une série de banquets. On faisait un peu la fête dans les rues, on commençait à se rassembler, on commençait à croire en la victoire, et ces banquets ont été interdits par Barère notamment, mais Robespierre était tout à fait d'accord avec l'interdiction des banquets parce qu'il considérait que c'était trop tôt et que c'était faire le jeu de la contre-révolution que de fêter la victoire avant que cette victoire ne soit véritablement acquise. Donc il y a sans doute toute une série de liens qui vont être rompus à ce moment-là, même si on le voit dans les lettres qui vont être envoyées aux députés jusqu'après le 9 Thermidor, il y a toujours un message qui revient, c'est « Ne vous attachez pas à un homme, attachez-vous à la Convention tout entière, détachez-vous des hommes qui peuvent devenir des idoles ». Donc il y avait sans doute rupture du lien, progressive, elle existait incontestablement. En même temps, le personnage était encore un personnage central dans l'esprit des hommes de l'époque. Et le premier travail pour les conventionnels, ça a été de finir de rompre ce lien. Et la légende noire qu'on construit autour de Robespierre, elle sert aussi à couper ce lien et à faire cesser l'existence de cet homme qu'on avait présenté à un moment comme une colonne de la liberté. C'est une expression qu'on emploie pour le définir. Il y avait deux colonnes de la liberté, il y avait Danton, il y avait lui. Là, c'est la deuxième colonne de la liberté qui tombe et qu'on brise véritablement, de manière à ce qu'il n'y ait plus une personnalité qui domine le paysage politique. Ouais. Mais la rupture, elle est effectivement, elle est là, elle commence à être là, notamment pour les exécutions. Ouais. Bonjour. Déjà, je voudrais vous remercier pour votre travail. Et vous avez beaucoup parlé de ce qu'il a fait au niveau de la politique intérieure. Mais si je ne me trompe pas, à ce moment-là, la France était en guerre, contre à peu près tout le monde. Et j'aimerais savoir, au niveau politique extérieure, ce qu'il a pu faire, les décisions qu'il a pu prendre. Alors, en politique extérieure, la politique extérieure dépend aussi du comité de salut public. C'est Barère qui s'occupe la plupart du temps des grands discours de politique extérieure, et pas Robespierre. Robespierre, c'est un peu le généraliste du comité de salut public, il s'intéresse un peu à tout, mais lorsqu'il prononce des discours, ce sont généralement des discours sur l'esprit de la République, sur l'esprit du gouvernement révolutionnaire. Il parle un peu aussi, à la fin de l'année 93, de la politique extérieure, mais la plupart des discours sont faits par d'autres. Alors au niveau de la guerre, c'est un homme qui a été un moment séduit par ce qu'on appelle les réunions, c'est-à-dire les réunions volontaires de territoires libérés à la France. Fin 92-93, il trouve très bien que la Savoie demande son rattachement à la France, que Monaco demande son rattachement à la France, que la Belgique demande son rattachement à la France. C'est une position qu'il va abandonner en 93. Simplement parce qu'on abandonne ces réunions et que les armées françaises reculent, et ensuite la question ne se pose plus avant le retournement de situation du printemps 1794. Donc il s'intéresse effectivement à la politique extérieure, il n'est pas insensible à l'enthousiasme des débuts 92, de la fin 92 et du début 93, et il considère effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les 4 points, la diplomatie et la guerre sont des points qu'il envisage, mais à la Convention, ce n'est pas lui qui porte la parole la plupart du temps lorsqu'il y a des mesures importantes dans ce domaine-là. Bon, ben c'était peut-être le mot de la fin, enfin la dernière question. Donc on va remercier à nouveau Hervé Levers. Et puis merci aussi à vous d'être venus si nombreux. Merci. C'est un vrai succès. Hein.
Non, il y avait beaucoup de monde.